Les tensions montent en mer Baltique, tandis que la Russie et l'OTAN mènent des exercices militaires chacun de leur côté. Mais sous ces mêmes eaux, quelque chose de bien plus étrange attend depuis des années. À près de 92 mètres sous la surface, repose un immense objet en forme de disque, large d'environ 60 mètres et presque trop parfaitement façonné pour être naturel. Chaque fois que les plongeurs s'en approchent, leur matériel tombe en panne et une sorte de piste, comme une bande d'atterrissage, mène droit vers lui. Depuis plus de 10 ans, les scientifiques débattent de ce que cela pourrait être. Aujourd'hui, de nouveaux scans réalisés par une IA suggèrent que cela pourrait ne pas être humain du tout. La découverte choquante de cette anomalie. Nous sommes en juin 2011 et la mer Baltique est calme et grise. Deux explorateurs suédois, Peter Lindberg et Dennis Aspberg, se trouvent à bord d'un petit navire de recherche, en train de scanner les fonds marins avec un sonar haute résolution. Leur société, Ocean X, est en mission pour localiser un navire coulé dans le nord de la Baltique, qu'il s'agisse d'une cargaison de champagne perdue, d'un vieux trésor ou de n'importe quel objet de valeur enfoui sous les vagues. Le sonar balayait les profondeurs opaques comme d'habitude, jusqu'au moment où il tombe sur quelque chose qui allait intriguer les scientifiques pendant plus de 10 ans. Ce qui apparaît sur l'écran sonar est un cercle presque parfait, large d'environ 60 mètres. Il fait environ 3 à 4 mètres d'épaisseur et mesure près de 2 fois la taille d'un terrain de football. L'image montre des bords nets, un sommet en forme de dôme et des angles marqués qui ne correspondent à aucune formation naturelle connue. L'objet repose à environ 90 mètres sous la surface, immobile dans le froid et l'obscurité. En étudiant le flux du sonar, l'équipe remarque quelque chose d'encore plus étrange. Une longue trace parfaitement droite menant directement à l'objet, s'étirant sur des centaines de mètres à travers le fond marin. Cela ressemble à une piste ou à un chemin taillé délibérément dans le sol océanique. Ce détail ne colle pas. Rien dans la nature ne crée des lignes droites et régulières comme celle-ci, encore moins sous la mer. Lindberg et Aspberg fixent l'écran, incapables de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. C'est trop symétrique pour être un tas de roches, trop grand pour être un simple débris d'épave. Quoi que ce soit, ça n'a rien à faire là. Une fois rentré chez lui, Aspberg partage les données avec d'autres spécialistes marins partout dans le monde. Selon lui, ils étaient tout aussi perplexes que son équipe. Aucun n'avait vu quelque chose d'approchant. Ne sachant que penser de ces résultats, Aspberg décide de rendre l'affaire publique. Il parle à un grand journal suédois, fournit les images sonars et explique comment la découverte a eu lieu. Le lendemain, l'histoire explose. En quelques heures, il est contacté par des médias internationaux, des chaînes de télévision et des émissions radio, tous posant la même question. Qu'est-ce que c'est que cette chose au fond de la mer Baltique? Des médias du monde entier relaient l'affaire. Les chaînes télé, les forums en ligne et les sites d'actualité se remplissent de débats et de théories. La structure est rapidement surnommée l'anomalie de la mer Baltique, et sa symétrie comme ses motifs entraîne des comparaisons avec des engins spatiaux, de l'architecture ancienne et même des cités disparues. Les scientifiques et les journalistes tentent eux aussi de comprendre. Certains experts écartent vite le mystère, affirmant qu'il ne s'agit que d'une formation rocheuse de plus, sculptée par les glaciers à la fin de la dernière ère glaciaire. Mais d'autres ne sont pas aussi catégoriques. Les images sonars montrent des contours géométriques et des arêtes bien définies, des caractéristiques que la nature produit rarement seule. Ceux qui ont examiné les premiers clichés remarquent que la forme de l'objet évoque un vaisseau tout droit sorti d'un film de science-fiction. Rond, en forme de disque, avec des détails structurels qui semblent conçus plutôt qu'érodés. Les comparaisons avec le Faucon Millenium deviennent populaires, mais le mystère dépasse largement la simple apparence. Si cet objet s'était un jour trouvé au-dessus de la surface, comme certains chercheurs l'ont imaginé, quel événement aurait pu l'amener jusqu'ici? Et pourquoi semble-t-il poser sur le fond marin, au lieu d'être enfoui sous des couches de sédiments comme la plupart des formations anciennes? Une panne troublante des équipements électroniques. L'équipe d'Ocean X retourne sur le site de l'anomalie quelques semaines après la première découverte, bien décidés à en apprendre davantage. Cette fois, ils apportent un véhicule télécommandé, ou ROV, en espérant obtenir des images plus nettes et peut-être même recueillir quelques échantillons. Mais à mesure que le ROV descendait et approchait de l'objet, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Plus tard, Peter Lindberg a expliqué que la boussole du ROV avait commencé à se comporter de façon erratique.
Selon lui, c'était comme si la boussole avait sa propre volonté. Combinée à la faible visibilité sous-marine, cette anomalie rendait presque impossible de savoir où se trouvait le ROV. Et pour compliquer les choses, le câble qui reliait le ROV à la surface se coinçait sans arrêt, ajoutant encore aux difficultés. Ce n'était pas la première fois que l'équipe observait d'étranges problèmes techniques près du site. Lors de l'expédition précédente, ils avaient remarqué que certains appareils électroniques cessaient de fonctionner à mesure qu'ils approchaient de l'anomalie. L'un des plongeurs, Stefan Augerborn, a raconté que même leurs téléphones satellites et d'autres dispositifs s'éteignaient quand ils se trouvaient juste au-dessus de la structure. Une fois que le bateau s'éloignait d'environ 200 mètres, tout se remettait à fonctionner normalement. Cette répétition a poussé l'équipe à se demander si une forme d'interférence magnétique ou électromagnétique n'entourait pas la zone. Leur plongée suivante a apporté encore plus de surprises. Les plongeurs ont rapporté avoir vu ce qui ressemblait à un escalier montant le long de la formation, ainsi qu'un trou noir parfaitement rond descendant en son centre. Ces éléments ne correspondaient à aucune formation rocheuse naturelle qu'ils avaient pu observer jusque-là. L'équipe a commencé à soupçonner que la structure était peut-être plus qu'une simple curiosité géologique. Les observations suivantes n'ont fait qu'épaissir le mystère. Certains plongeurs disent avoir vu plusieurs angles droits et formes géométriques, des caractéristiques rarement présentes dans la nature. D'autres ont remarqué une grande ouverture circulaire au sommet de la structure, donnant presque l'impression d'avoir été sculptée. Les plongeurs étaient d'accord. Cela ne ressemblait à rien de naturellement formé sur le fond marin. Un autre détail a retenu leur attention. Un ensemble de pierres posées au sommet de l'anomalie. L'un des plongeurs les a décrites comme disposées en cercle, comme si quelqu'un les y avait placées volontairement. Il se demandait comment une formation aussi précise pourrait apparaître naturellement, surtout à une telle profondeur. Chaque visite sur le site soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Les problèmes techniques continuaient. Instruments qui se déréglaient, système de navigation imprévisible, panne de courant inexpliquée. Ces incidents répétés rendaient difficile la collecte de données fiables et encore plus difficile la formation d'une conclusion claire sur ce qu'ils avaient sous les yeux. L'équipe d'Oceanix essayait de rester ancrée dans la science malgré toute l'attention médiatique. Elle se concentrait sur les preuves, l'analyse des données et invitait des experts de différents domaines à examiner leurs résultats. Mais l'absence d'explications solides entretenait le mystère. Beaucoup de questions restaient sans réponse. Comment Lindbergh et Osberg ont tenté de résoudre l'énigme? Denis Osberg a été interviewé et on y apprenait que, même si son équipe avait recueilli du matériel autour du site, elle n'avait pas encore réussi à prélever quoi que ce soit directement sur l'objet lui-même. Osberg l'a confirmé. Il a expliqué que lors de leur première plongée, l'un des plongeurs, Stefan Augerborn, avait essayé de prélever un échantillon, mais n'avait pas pu. Le matériau était trop dur. Lors de leur expédition suivante, Osberg disait qu'il prévoyait d'essayer un carottage pour récupérer des échantillons depuis l'intérieur de la structure, même s'il n'était pas certain que ce serait possible. En attendant, les échantillons prélevés autour du site avaient déjà été analysés. Les scientifiques y avaient trouvé des traces de matière organique morte, mais elles provenaient de pierres posées sur l'objet, pas de l'objet lui-même. Il a aussi mentionné des signes montrant que certains matériaux de la zone avaient été exposés à des températures extrêmement élevées, comme s'ils avaient été brûlés ou chauffés. Lorsqu'on lui a demandé si cela pouvait suggérer une activité volcanique, Osberg a expliqué que les scientifiques en Suède avaient écarté cette idée. La mer Baltique n'a aucune histoire volcanique connue, et il n'existe aucun signe de formation volcanique près du site. Pourtant, ils ont trouvé des roches de basalte, un matériau volcanique, autour de l'anomalie. Les géologues ont proposé que ce basalte ait été déposé lors de la fonte des glaces à la fin de la dernière ère glaciaire. Mais Osberg a souligné un point étrange. Le basalte n'apparaissait qu'à l'emplacement de l'anomalie, pas ailleurs sur le fond marin. L'intervieweur a ensuite évoqué une autre étude sous-marine menée par le docteur Avi Loeb, qui avait découvert de petites particules sphériques appelées sphérules, en draguant le fond de l'océan près de la Nouvelle-Guinée, peut-être liées à des impacts de météorites ou à des débris de vaisseaux spatiaux. Il a demandé si Asberg avait trouvé quelque chose de similaire près de l'anomalie de la Baltique. Asberg a répondu qu'il n'avait pas découvert de sphérules, mais qu'ils avaient trouvé d'autres objets inhabituels. Il a décrit l'un d'eux comme une structure triangulaire avec un trou circulaire, situé près de l'objet principal. Il a expliqué qu'il ne l'avait remarqué qu'il y a quelques années, après avoir passé des heures supplémentaires à revoir les enregistrements. En analysant les données plus attentivement,
il avait commencé à remarquer des détails qui n'avaient pas été vus auparavant, et ce triangle percé d'un trou ressortait comme particulièrement étrange. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faudrait pour résoudre enfin le mystère, Osberg a répondu que la prochaine étape était d'impliquer davantage de scientifiques. Il a expliqué que même si son équipe avait collecté énormément de données, il leur fallait des spécialistes avec les bonnes compétences techniques pour les interpréter correctement. Il a ajouté qu'il préparait une nouvelle expédition et cherchait à embarquer des chercheurs expérimentés. Avec les bonnes personnes et les bons outils, il pensait qu'il pourrait enfin obtenir les carottes nécessaires et peut-être découvrir la véritable nature de l'anomalie de la mer Baltique. Mais l'ont-ils vraiment fait? Avant l'arrivée de l'IA qui allait changer la façon dont les scientifiques voyaient l'anomalie, Peter et Denis ont rencontré le géologue Falco Bruchert, fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'étude des roches. Quand Falco a visionné les images, il a remarqué quelque chose qui ressemblait à une croûte épaisse, avec une matière noire visible à travers des fissures. Peter pensait que ce n'était peut-être que de la boue, mais Falco n'était pas d'accord. Il disait que la surface semblait molle et qu'il leur fallait un échantillon directement prélevé au cœur de l'objet pour savoir ce qui se trouvait réellement en dessous. Le matériau en surface, avertissait-il, pouvait être trompeur. À ce stade, les principales questions étaient de savoir si les glaciers avaient déposé cette matière et ce qui se trouvait exactement sous cette couche. Falco admettait que pour l'instant, cela pouvait être presque n'importe quoi, plaisantant même en disant que cela pourrait tout aussi bien être le Faucon Millennium. Mais il insistait sur la nécessité d'obtenir plus d'informations avant de tirer des conclusions. Il rappelait que le paysage suédois avait été remodelé par la glace pendant des milliers d'années et que des formations naturelles pouvaient facilement donner l'impression d'avoir été fabriquées par une machine. Il soulignait aussi qu'aucune discipline seule ne pouvait tout expliquer. Un géologue, un biologiste ou un archéologue pourraient voir exactement la même chose, mais chacun l'interpréterait différemment. Pour comprendre véritablement l'anomalie, disait-il, il fallait une vision d'ensemble réunissant plusieurs perspectives scientifiques. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu que l'explication serait purement géologique. Klaus Svahn, journaliste bien connu et président de l'association UFO Sweden, avait lui aussi donné son avis. Il disait que les océans restaient largement inexplorés et pouvaient facilement cacher des surprises, reconnaissant qu'il était possible que quelque chose d'inhabituel, peut-être même d'artificiel, repose au fond de la mer depuis des siècles. Il faisait remarquer que forer pour vérifier la présence éventuelle de métal sous la roche serait relativement simple et pourrait mettre fin au débat une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, disait-il, il n'avait que des spéculations, mais le mystère valait la peine d'être exploré. Peter et Denis savaient ce qu'ils devaient faire. Pour obtenir des réponses définitives, il leur fallait effectuer un carottage et voir ce qui se trouvait à l'intérieur de l'objet. Mais l'opération serait gigantesque et pourrait coûter des millions d'euros. Ils commencèrent à préparer une nouvelle expédition, mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les défis et le contre-coup auxquels les scientifiques ont dû faire face. Des rumeurs ont commencé à circuler en ligne, disant que l'anomalie de la mer Baltique n'était rien de plus qu'un tas de roches. Un matin, Lindbergh se réveille et découvre des titres sur Fox News rejetant entièrement leur découverte. Le reportage, disait-il, venait de Suède et prétendait démystifier leur travail. Peter Lindbergh était frustré. Selon lui, ce genre de désinformation rendait beaucoup plus difficile la recherche de sponsors ou d'entreprises prêtes à soutenir leurs expéditions. Les mois ont passé, et ces rumeurs ont fini par devenir une croyance mondiale. La plupart des gens pensaient désormais que l'anomalie de la Baltique avait été complètement expliquée, mais Osberg refusait d'abandonner. Il disait que même si les sponsors s'étaient retirés et que les financements s'évaporaient, il restait déterminé à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Poussé par la nécessité, il a commencé à vendre leur merchandising juste pour réunir assez d'argent pour une nouvelle expédition. Il reconnaissait que la lutte avait été longue et éprouvante, et que travailler sur ce projet demandait plus d'endurance que ce que beaucoup pouvaient imaginer. Mais à mesure qu'il tentait de lever des fonds, les critiques se sont multipliées. Certains ont accusé Peter et Osberg de vouloir profiter de quelque chose qui n'existait pas, suggérant que toute l'histoire était une arnaque. Même des supporters convaincus au début ont fini par perdre confiance. En peu de temps, les deux hommes sont devenus la cible de moqueries. Lindbergh plaisantait amèrement lorsque Osberg lui disait de se préparer pour une nouvelle plongée, lui rappelant qu'il n'avait même plus les moyens d'acheter du matériel correct. Pourtant, la recherche de l'anomalie sous-marine se poursuivait.
Lindbergh, découragé par les échecs répétés, a commencé à s'éloigner du projet. Osberg, lui, refusait de baisser les bras. C'est là que les choses ont pris une tournure plus sombre. Osberg et sa famille ont commencé à recevoir des messages menaçants. L'un avertissait de ne pas plonger en hiver, sous-entendant que des accidents arrivent facilement. Un autre mentionnait ses enfants par leur nom, laissant entendre qu'ils risquaient quelque chose. Osberg disait ne pas comprendre ce qu'il avait bien pu faire pour mériter de telles intimidations. Il essayait seulement de poursuivre un rêve, pas de mettre qui que ce soit en danger. Malgré la peur, il recevait encore parfois des lettres de soutien, envoyées par des personnes admirant sa persévérance et convaincues que son travail avait de l'importance. Ragaillardi par cette idée, Denis a passé des mois à réparer des données corrompues issues des anciens scans. Après un travail minutieux, il a réussi à reconstruire de nouvelles images détaillées du site et de ses environs. Pour une ultime tentative de compréhension, Lindbergh, Asberg et Stéphane se sont réunis pour analyser ces nouvelles données. Pour la première fois, ils pouvaient voir une vue d'ensemble, pas seulement les scans sonars plats qu'ils avaient observés pendant des années. La reconstruction multifaisceau révélait quelque chose de surprenant. Environ 1500 mètres au sud de l'anomalie d'origine se trouvait une petite montagne sous-marine, fendue par un canyon. Depuis ce canyon, une arête s'étendait directement vers l'objet principal. Une autre arête semblait rejoindre une seconde anomalie toute proche, dont la forme rappelait étrangement la première. Ils ont remarqué deux bords incurvés qui, une fois le bruit de l'image filtré, formaient une ligne presque parfaitement droite. Le motif ne semblait pas entièrement naturel. Cela a poussé Asberg à se demander à voix haute si le site ne pourrait pas être une sorte de zone d'impact. Stéphane n'était pas d'accord, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une simple coïncidence géologique. Pourtant, la ressemblance était difficile à ignorer. Asberg avouait qu'après tant d'années passées sur ce projet, son esprit lui jouait parfois des tours. Il disait que lorsqu'il regardait ces images, il ne pouvait s'empêcher d'y voir les contours d'un lieu de crash. Peut-être était-ce de l'autosuggestion. Peut-être se faisait-il des idées. Mais même s'il ne découvrait jamais la vérité, il admettait une chose. Il n'arrêterait jamais d'y penser. Ainsi, même si Denis Asberg poursuivait encore l'enquête, l'anomalie de la mer Baltique restait un sujet de débat intense. Puis, plus de 10 ans plus tard, une nouvelle technologie a finalement ramené l'histoire au premier plan. L'arrivée du scan par IA. En juillet 2025, Denis Osberg a fait une annonce qui a ravivé l'intérêt pour l'anomalie de la mer Baltique. Dans le court extrait diffusé en ligne, Osberg admettait qu'il en restait sans voix, une réaction rare pour quelqu'un qui a passé des années à étudier le site. Il ne donnait pas tous les détails de ce qui s'était passé, mais son ton laissait entendre que quelque chose d'important venait d'être découvert. Osberg collabore étroitement avec la docteure Béatrice Villaroel, une astronome connue pour ses recherches sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Les travaux de la docteure Villaroel en astronomie et ses recherches sur l'intelligence non humaine apportent une dimension scientifique que beaucoup estimaient manquer à l'enquête. Certains pensent que son approche, mêlant astronomie, science des données et imagerie sous-marine, a peut-être révélé des motifs invisibles pour les méthodes traditionnelles. Ensemble, ils ont étudié l'anomalie en utilisant de nouvelles techniques et technologies. Même si Osberg s'est bien gardé de faire la moindre affirmation directe, la façon dont il choisissait ses mots laissait entendre que tous deux pourraient avoir trouvé quelque chose d'inattendu. Le caractère vague de son message a laissé beaucoup de gens dans l'attente, impatients d'en savoir plus. Après l'annonce, les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de spéculations. Les passionnés de longue date de l'anomalie ont remarqué que la réaction d'Osberg n'était pas de la peur, mais une véritable stupéfaction. Beaucoup commentaient que si quelqu'un d'aussi prudent et expérimenté était bouleversé à ce point, alors ce qu'il avait découvert devait vraiment être remarquable. D'autres disaient que son silence en disait long. À la même période, un groupe scientifique dirigé par le chercheur marin Dr Michaelson a lancé une nouvelle initiative pour étudier l'anomalie en toute transparence. Leur objectif était simple, appliquer une démarche scientifique rigoureuse, garantir l'intégrité des données et partager les résultats avec le public une fois les analyses terminées. Pendant des années, l'anomalie de la Baltique avait été enveloppée de spéculations et de mystères. Mais aujourd'hui, grâce à de nouvelles méthodes et à un accès ouvert, les chercheurs espèrent enfin remplacer les rumeurs par des preuves. Les progrès technologiques avaient eux aussi changé la donne. Depuis 2011, les systèmes de sonar et d'imagerie avaient énormément progressé.
Grâce aux nouveaux outils de modélisation 3D, les scientifiques pouvaient désormais générer des cartes détaillées de l'objet, des cartes si précises qu'elles révélaient des textures, des arêtes et des motifs totalement invisibles sur les anciens scans. Ces méthodes modernes ne perturbaient pas le site. Pas de forage, pas d'excavation. Chaque détail était capturé virtuellement, préservant la structure exactement telle qu'elle reposait sous la mer. La dernière expédition s'appuyait sur des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, des sous-marins robotisés équipés des systèmes sonars multifaisaux les plus avancés disponibles. Ces machines pouvaient rester immergées pendant des heures, glissant en silence dans les eaux froides de la Baltique, enregistrant couche après couche de données. Aucun plongeur humain ne pouvait rivaliser avec ce niveau de précision ou d'endurance. Lorsque les données traitées sont revenues, les résultats étaient surprenants. Ce que les premiers scans montraient comme des surfaces lisses et uniformes apparaissait désormais complexe lorsqu'on s'en approchait. L'imagerie des AUV révélait de fins motifs, des sillons et des alignements géométriques gravés sur certaines parties de la structure. Certains éléments semblaient délibérés, comme s'ils avaient été façonnés par une intention plutôt que par l'érosion. En plus de la cartographie haute résolution, les chercheurs ont prélevé des échantillons de sédiments autour de l'anomalie. Ces échantillons ont été envoyés dans des laboratoires spécialisés pour des analyses chimiques et minérales. Même si les résultats complets n'étaient pas encore connus, les premières observations suggéraient la présence de composés métalliques inhabituels pour cette zone du fond marin. Cette découverte soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. Les spéculations sur ce que pourrait être l'anomalie de la mer Baltique n'avaient jamais vraiment cessé, mais les nouveaux résultats redonnaient de l'élan à d'anciennes théories. Des scientifiques et des chercheurs indépendants proposaient des explications allant du géologique à l'extraordinaire. Spéculation sur l'origine de l'anomalie de la mer Baltique. L'hypothèse la plus classique restait celle d'une formation naturelle. Selon cette idée, l'anomalie serait une structure géologique particulière, façonnée il y a des milliers d'années par l'activité glaciaire. Durant la dernière ère glaciaire, d'immenses calottes de glace avaient creusé de profonds sillons dans ce qui deviendrait plus tard la mer Baltique. Dans de rares conditions, elles auraient pu produire des motifs géométriques inhabituels, donnant l'illusion de structures artificielles au sonar. Les détracteurs de cette théorie soulignaient toutefois la symétrie de l'objet et la netteté de ses angles, qui ne ressemblaient pas aux formations glaciaires connues. D'autres relançaient l'hypothèse d'une civilisation ancienne. Selon eux, la structure pourrait dater d'une époque où le niveau de la mer était bien plus bas. Si une société antique avait occupé cette région, l'anomalie aurait pu être construite sur la terre ferme, avant d'être submergée lorsque les eaux ont monté. La longue piste menant jusqu'à elle semblait appuyer cette idée. Certains allaient même jusqu'à la relier à la légende de l'Atlantide, l'imaginant comme un vestige d'une cité sous-marine disparue. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une structure mégalithique, une sorte de Stonehenge submergé. Partout dans le monde, on a découvert d'autres sites sous-marins qui soulèvent des questions similaires. Le monument de Yonaguni, au large du Japon par exemple, ressemble à un immense escalier taillé dans la roche. Beaucoup de ceux qui l'ont vu disent que sa forme paraît trop géométrique pour être naturelle. D'autres encore imaginent que l'anomalie de la Baltique pourrait être quelque chose de plus moderne. Certains comparent sa forme circulaire au cuirassé russe Novgorod, construit à la fin des années 1800. Quelques-uns évoquent même les histoires du Onnebu, le prétendu disque volant nazi qui se serait écrasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe aussi des explications plus simples, comme l'idée qu'il pourrait s'agir d'une base en béton pour un phare ou d'un gigantesque tambour de câbles industriels. Mais les phares sont généralement construits en eau peu profonde et les plus grands tambours de câbles jamais fabriqués ne font qu'environ la moitié de la taille de cet objet mystérieux. Il y a aussi eu la théorie de l'avion écrasé. En raison de sa forme en disque et de ce qui ressemble à une sorte de trajectoire menant jusqu'à lui, certains ont pensé qu'il pourrait s'agir des restes d'un grand engin, peut-être même d'origine inconnue. Les récits des premiers plongeurs d'Océan X, affirmant que leur équipement électronique se déréglait près du site, n'ont fait qu'alimenter l'idée qu'un champ d'énergie persisterait encore dans la zone. Quelques théoriciens sont allés plus loin, en proposant l'hypothèse d'une base sous-marine. Selon eux, la position surélevée de l'objet et sa géométrie régulière pourraient indiquer une structure conçue pour fonctionner sous l'eau. Que ce soit par des humains anciens, une civilisation disparue ou autre chose encore, le design de l'anomalie semble évoquer autant une fonction qu'une simple forme. Quelle que soit la vérité, la reprise de l'étude de l'anomalie de la mer Baltique
portait un message plus large. Elle rappelait aux scientifiques à quel point l'humanité connaît encore mal les océans. Près de 70% de la surface de la planète est recouverte d'eau, et pourtant, moins de 5% des fonds marins ont été explorés en détail. Les grandes profondeurs restent l'une des dernières grandes frontières de la Terre, un endroit où la technologie humaine ne fait que commencer à s'aventurer. Seules 2 expéditions habitées ont atteint le point le plus profond connu de la planète, la fosse des Mariannes. L'une en 1960 et l'autre en 2012, lorsque le réalisateur James Cameron y est descendu seul dans son submersible. À l'inverse, la surface de la Lune a été foulée par 12 astronautes. Cette comparaison remet beaucoup de choses en perspective. Les possibilités infinies de la recherche par intelligence artificielle. Les chercheurs expliquent que l'intelligence artificielle est en train de changer notre façon d'explorer l'océan. Grâce au machine learning, les ordinateurs peuvent désormais analyser d'énormes quantités de données sonores, repérer des motifs entre différents sites et faire des liens que l'œil humain manquerait peut-être. À mesure que les outils de scan et d'analyse se perfectionnent, les scientifiques pensent que nous pourrions bientôt dévoiler des mystères des profondeurs restés cachés pendant des siècles. L'enquête sur l'anomalie de la mer Baltique, par exemple, est toujours en cours. Des équipes de chercheurs continuent d'utiliser une combinaison de sonars multifaisaux, de modélisation 3D et d'analyse par IA pour se faire une image plus précise de la structure enfouie sous la mer. Chaque nouveau scan ajoute des détails, et chaque série d'analyses par IA révèle des motifs qui étaient invisibles jusque-là. Petit à petit, ils se rapprochent de la vérité sur ce qui se cache vraiment sous ces eaux froides de la Baltique. Contrairement à beaucoup de découvertes qui finissent enfermées dans des articles techniques, l'équipe qui étudie l'anomalie s'est engagée à partager ses résultats avec le public. Cette transparence signifie que, lorsqu'ils finiront par découvrir la vérité, tout le monde pourra la voir. L'espoir est que leur travail ne se contente pas d'expliquer l'origine de l'objet, mais qu'il enrichisse aussi notre compréhension de l'histoire des océans, et peut-être même qu'il révèle quelque chose d'inattendu sur le passé de notre planète. Pourtant, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à expliquer pourquoi, ni comment, l'anomalie de la mer Baltique perturbe les appareils électroniques. Les formations rocheuses ordinaires ne génèrent pas de champs électromagnétiques assez puissants pour perturber des équipements modernes. Certains chercheurs pensent que l'objet pourrait contenir des composés métalliques ou des terres rares responsables du phénomène. Mais d'autres restent prudents, estimant qu'il faut davantage de données avant de tirer des conclusions. Ce qui rend l'affaire encore plus intrigante, c'est que des perturbations similaires ont été observées sur d'autres sites sous-marins mystérieux dans le monde. Cela pose une question. Pourrait-il exister un lien entre ces lieux ? Serions-nous en train d'observer un réseau de structures inconnues disséminées sur le plancher océanique ? L'anomalie de la Baltique, dans ce sens, n'est peut-être qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. À mesure que la technologie progresse et que l'IA aide les scientifiques à relier les points entre ces découvertes des grandes profondeurs, nous pourrions être sur le point de comprendre quelque chose de bien plus important que ce que quiconque avait imaginé. D'autres anomalies qui pourraient aider à résoudre l'énigme de la mer Baltique. Les chercheurs expliquent même qu'au large du Japon se trouve le monument de Yonaguni, une immense formation sous-marine aux angles nets et aux formes géométriques. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une preuve d'une civilisation ancienne. Comme l'anomalie de la mer Baltique, elle repose silencieusement sur le plancher océanique, avec des motifs et des formes qui paraissent trop intentionnelles pour être uniquement le résultat de forces naturelles. En Méditerranée, la cartographie sonar a également révélé des structures circulaires étonnamment similaires à la formation baltique. Ces découvertes sont dispersées à travers le monde, mais elles partagent des caractéristiques communes qui bousculent ce que les scientifiques pensent savoir de la géologie et de l'histoire humaine. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs peuvent désormais étudier ces sites d'une manière qui n'était tout simplement pas possible auparavant. Les systèmes de machine learning peuvent comparer leurs formes, leurs motifs et leurs alignements, et repérer des liens subtils que l'œil humain pourrait manquer. Les résultats suggèrent que ces structures ne sont peut-être pas des cas isolés. Si elles partagent une origine commune, cela pourrait signifier qu'un événement majeur, peut-être même global, s'est produit dans le passé lointain de la Terre. À mesure que les cartes assistées par IA couvrent de plus en plus de zones du plancher océanique, on découvre d'autres formations étranges. Plus les scans vont loin et en profondeur, plus les indices s'accumulent. Les fonds marins recèlent encore d'innombrables mystères qui n'attendent qu'à être révélés. La théorie qui s'impose le plus reste celle selon laquelle l'anomalie de la mer Baltique pourrait être le vestige d'une civilisation ancienne avancée,
bien antérieure à l'histoire écrite. Cette idée, autrefois rejetée comme de la fantaisie, paraît désormais plus crédible lorsqu'on la replace dans le contexte de l'histoire géologique. Les analyses par IA des caractéristiques de l'anomalie semblent également aller dans ce sens. La précision géométrique de l'objet, ses formes symétriques et son organisation suggèrent une construction intentionnelle. Partout dans le monde, de nouvelles découvertes archéologiques montrent que l'humanité maîtrisait des techniques d'ingénierie avancées bien plus tôt qu'on ne le pensait. Cela amène certains chercheurs à se demander si l'anomalie de la mer Baltique ne serait pas l'un des exemples les plus frappants de cette ingéniosité ancienne. Si cela se confirme, alors ce ne serait qu'un début. Il pourrait exister d'autres structures immergées à travers les océans, des traces enfouies de civilisations ayant prospéré sur des terres aujourd'hui submergées. À mesure que la technologie s'améliore, les chercheurs s'attendent à découvrir de nouvelles anomalies de ce genre, chaque trouvaille nous poussant à revoir ce que nous croyons savoir du passé de notre planète. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait encore se cacher dans les profondeurs de nos océans? N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.